Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Brochu en direct en ce lundi de Pâques du 18 mars 2022. Ce soir, pour vous à l'émission, j'ai parlé ces dernières heures à Monsieur Nantel, Jean-Jacques Nantel, que vous connaissez tous à Radio Infocité, pour venir nous jaser de politique, de géopolitique et du Québec et aussi de la guerre ukrainienne. J'ai avec moi Monsieur Nantel qui va se joindre à moi. Alors, bonsoir, Monsieur Nantel. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, tel qu'annoncé aux auditeurs là, hier pendant la journée sur ma page Facebook, je vais débuter mon émission ce soir avec un questionnement. Parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, on a assisté à toutes sortes de désinformations, autant du côté occidental que du côté russe. On est dans une guerre, donc une des premières victimes, c'est la vérité. Alors, on assiste actuellement là, vraiment à de l'information de guerre où il faut être très vigilant avant de confirmer quoi que ce soit des informations qu'on nous lance, autant des deux côtés. Mais moi, pour venir au Québec, ça fait longtemps, moi, on subit au Québec la presse, les médias de masse qui essentiellement appartiennent à ici en Amérique, appartient surtout au Canada anglais, M. Nantel. On sait que pendant Hein? C'est massif dans le monde entier. Oui. Bill Gates a donné, je crois que c'est 500 000 $ au monde. Je crois que c'est 500 000 $. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait aller. Le Monde, c'est un journal français très important, qui était un journal qui disait vraiment la vérité, qui était plus à droite qu'en France, mais c'était quasiment rien. Pourquoi est-ce que Bill Gates donne 500 000 $ au monde? Ben, c'est pour que le monde ne parle pas contre Bill Gates et ses organisations. Puis c'est comme ça dans le monde entier. En anglais, je fais l'erreur de tout le monde. C'est pas le monde entier, c'est l'Occident. Les gens, ils disent le monde entier, les États-Unis, comme ça aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Australie. Non, ça, c'est l'Occident, c'est pas le monde entier. Le reste du monde, là, ils disent les Occidentaux, là, ils sont partis dans les étoiles. Ils pensent qu'ils n'ont pas tort. En tout cas, continuez. Puis, M. Nantel, vous m'en avez parlé aussi. On a assisté pendant la crise du COVID là, vraiment à une manipulation de toutes sortes au niveau médiatique aussi. L'information qu'on nous livre aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, on a de l'information beaucoup plus diversifiée. Et dans la crise ukrainienne, grâce justement aux réseaux sociaux, on peut aussi, en temps quasiment réel maintenant, avec toute la technologie qu'on possède, on peut réussir à comprendre les conflits quasiment en temps réel. Et les sources peuvent être très variées, même si on réussit à censurer les médias de masse. Les réseaux sociaux, parfois, peuvent y échapper et nous livrent une information un peu plus variée. En tout cas, il y a environ une vingtaine d'années où on avait juste Radio-Canada et TVA comme source d'information. Écoutez, il y a un truc qui est très, très important là, par rapport à la censure sur Internet. Ça se passe actuellement, là, tout le monde le voit. C'est Elon Musk, le gars qui fait des fusées, là, qui se pose, ouais. Puis les Tesla. Il veut acheter Twitter. Twitter, c'est le truc Internet là, qui ont bloqué le président américain. Ils ont expulsé le président américain pendant qu'il était en exercice. Ça, c'est renversant. On parle de Donald Trump, évidemment. Alors, Elon Musk, il dit il veut acheter Twitter pour 54 milliards de dollars, ce qui est un gros plus pour les investisseurs parce que ça vaut beaucoup moins que ce qu'il offre. Ben, c'est ça quand on prend le contrôle. Il veut rendre ça privé, puis il veut rétablir la liberté de parole. Il dit, moi, là, je veux prendre Twitter là, pour arrêter de faire ces folies-là. Là. Puis là, ce qu'ils font, c'est que ceux qui contrôlent Twitter, c'est-à-dire le board, le conseil d'administration, ils ne demandent pas aux investisseurs, est-ce que vous voulez qu'on accepte l'offre? Ils disent non, on ne veut pas qu'ils le fassent parce que c'est dangereux de laisser les gens dire ce qu'ils veulent sur Internet.
Alors, l'Internet est massivement censuré. Moi, je suis censuré, ils ne m'ont jamais averti. C'est une femme qui m'a averti, elle a dit, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Je ne savais pas que vous aviez fait 20 vidéos sur la crise. Ben, je suis abonné. Ah, ben, là, j'ai vérifié, puis ça y a un paquet de gens. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, si je fais un commentaire sur, vous écrivez quelque chose, puis je fais un commentaire, mon commentaire, si c'est moi, si je suis branché avec mon nom sur Internet, mon commentaire apparaît en premier. Si je ne mets pas, si je me branche pas, c'est-à-dire je m'en vais sur votre, là où j'ai mis mon commentaire est en 256e position. Alors, ils ont fait ça, ils ne m'ont jamais dit, vous ne respectez pas les règlements de la communauté. Est-ce que faites-vous partie d'une communauté, vous, pour censurer sur Internet? Bon, c'est pas de la bullshit. Ils censurent les gens, ils cachent l'information, ils mentent, ils trichent. Puis, ce qu'ils ont dit, le conseil d'administration de Twitter, ils ont dit, on va tout faire pour pas que Elon Musk prenne le contrôle parce que c'est dangereux que la population dise ce qu'elle pense. Puis moi, ce que j'ai répondu sur les réseaux sociaux, je continue d'écrire quand même, je leur ai dit, la censure, c'est bon. On ne peut pas dire on va pendre les handicapés au lampadaire d'une ville. C'est interdit par la loi, pas par les règlements de la communauté. C'est quoi cette foutaise de règlements de la communauté? C'est des censeurs qui sont cachés, on ne sait pas c'est qui. C'est des gens qui sont dans le woke, puis dans le politique. Alors, ça devient insupportable, M. Nantel. Vous en avez été victime, vous aussi. On vous a taxé d'extrême droite. Vous avez même paru dans le film justement, là, vous rappelez-vous du titre du film? Non, ça m'échappe. C'est sans importance, mais on vous a fait paraître comme étant un nationaliste d'extrême droite. Ils vous ont joué à ça souvent, là, vous. Hein? Non, moi, je suis nationaliste pour l'indépendance. Absolument, mais ils ont joué à ça. Puis moi, M. Nantel, là, c'est là qu'on va arriver aux vidéos qu'on va écouter ensemble en début d'émission parce que moi, je commence l'émission en disant nous débuterons l'émission en comparant deux discours. Celui de Petro Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine, qui en 2014 a fait un discours que j'ai découvert ces derniers mois. Et quand j'entends le Canada de Justin Trudeau appuyer le gouvernement ukrainien et qu'on a voulu taxer ici les nationalistes de tous les maux, là, à un moment donné, il faut se réveiller comme nationaliste. Moi, le traitement qu'on fait actuellement avec la crise ukrainienne, je trouve que comme nationaliste, je ne trouve pas ça logique, M. Nantel. Parce que nous aussi, on y a goûté à cette propagande anglo-saxonne qui nous analyserons le discours de Poroshenko que je vais vous présenter à l'instant, en 2014, et par la suite, celui de Jacques Parizeau au référendum de 95. Et nous analyserons la morale à deux vitesses de certains. Je ne dis pas juste les anglo-saxons, parce que même Mario Dumont et Lucien Bouchard ont pris leur distance, faisant paraître M. Parizeau comme étant un extrémiste, lui aussi. Lui aussi, il a goûté. Donc, nous nous questionnerons sur comment le président ukrainien Zelensky manipule l'opinion publique au grand détriment de sa population. Alors, je vous passe en premier ce discours de M. Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine. Vous allez voir, ça dure 1 minute. Soyez très attentifs parce que quand ça part, il faut bien voir là, je vais le mettre là en partage parce que ça demande juste une petite... non, on va commencer, excusez-moi, M. Nantel, parce que on va commencer par celui de M. Parizeau, OK? Lui aussi, je prends juste la partie où il parle là, du vote ethnique, qui a fait tant les manchettes, qui après le référendum de 95, on ne s'est pas re-questionné sur le système canadien, on a fait le procès des nationalistes québécois et on a passé dans la moulinette. Alors, je vous passe en premier le vidéo de M. Parizeau
Ça dure 1 minute lui aussi. Et ensuite, on va se questionner sur le traitement médiatique qu'on fait actuellement de l'Ukraine. Alors, je vous passe ça à l'instant. Et ensuite, je vous passe le discours de M. Poroshenko. C'est quand même beau ce qui s'est passé. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance, et qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Et tant que les jeunes penseront ça, on l'aura le pays. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, au lieu d'être 60 ou 61% à voter oui, on sera 63 ou 64 et ça s'ira. C'est tout. Donc, ça, c'est le discours de M. Parizeau qui a fait tant les manchettes que les Thomas Mulcair, toutes les fédéralistes qui nous font la morale depuis plusieurs années, ont crucifié cet homme-là pour avoir dit, à mon avis, une vérité et rien de raciste. Et vous remarquerez que M. Parizeau s'adresse aux Canadiens français. Quand il dit on a été au-dessus de 60% à avoir voté oui, lui, il comprenait qu'il travaillait pour les Canadiens français. Et donc, il faut, puis ça a été fait sur un ton qui est, à mon avis, qui a été très juste. Ce monsieur-là a été condamné d'une façon vraiment injuste, M. Nantel. Vos commentaires, puis ensuite, je vous passe le discours de M. Poroshenko. Écoutez, ce que Parizeau a dit, hier, j'étais dans un repas. Il y avait, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de gens originaires de l'immigration. J'ai répété la même chose. Je n'ai jamais arrêté de répéter la vérité. La vérité, c'est la vérité. C'est tout. Parizeau a dit la vérité. Puis écoutez, c'est dans le discours canadien-anglais depuis 262 ans. On fait rentrer des immigrants, puis ils ne pourront pas se défendre. On va leur nuire. Puis les immigrants, ils le font. Ils le font vraiment. Je ne me suis pas gêné. Hier, on était moitié-moitié. Ce qui nous a fait perdre le référendum, c'est de l'argent, notre argent, en passant, ils servent de notre argent contre nous, puis des votes ethniques. Puis j'ai dit, vous votez non à 95%. C'est ça la vérité. Moi, je ne recule pas là-dessus. Mais M. Nantel, quand vous dites que la vérité, c'est de l'extrême droite. Aujourd'hui, notre société, je parle de tout l'Occident, je ne parle pas du monde entier, encore une fois, je parle de l'Occident qui est décadent. C'est la décadence telle que l'ont décrite les historiens depuis 2000 ans. Tous les symptômes sont là, la dette, le manque de courage, la dégénérescence des élites, etc. Quand vous dites que c'est de l'extrême droite de dire qu'une femme, les femmes, c'est la moitié de l'humanité qui fait des bébés. C'est pour ça qu'il y a un utérus. C'est pour ça qu'ils ont des ovaires. C'est pour ça qu'ils ont des hanches larges pour porter le bébé. Les seins, ça sert à alimenter le bébé. C'est les femmes. Ça, c'est de l'extrême droite. Tous nos ancêtres, 100%, 99,999% de nos ancêtres, pensaient ça de façon tout à fait naturelle parce que c'est la vérité. C'est ce que pensent toutes les autres civilisations sur la planète. C'est ce que vont penser la quasi-totalité de nos descendants parce que c'est la vérité. Mais aujourd'hui, vous demandez à la femme qui vient d'être nommée là, comme pour la Cour suprême américaine, ils ont demandé c'est quoi une femme? Ah, je ne sais pas, je ne suis pas biologiste. C'est de la folie, là. Là, ça devient complètement surréaliste. Ce qu'a dit Parizeau, c'était la vérité.
Puis Parizeau avait deux buts en disant ça. Dire aux Québécois la vérité, la statuer, la dire directement. Puis deuxième des choses, pour dire aux immigrants, c'est immoral ce que vous faites. C'est vraiment immoral ce qu'ils font. Parce que, je répète, je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore, puis je le répète souvent, je n'ai jamais rencontré quelqu'un issu de l'immigration au Québec qui n'était pas en faveur de l'indépendance. Ils sont tous en faveur de l'indépendance, dans leur pays d'origine. Au Québec, c'est naziste, on veut tuer tout le monde. Bon. Pour ce qui est du Canada anglais, en anglais, il y a une expression qui dit « Don't let the pot call the kettle black ». Ça veut dire « Laisse pas la grosse marmite toute brûlée, toute pleine de suie, accuser la petite cafetière qui a des taches, qu'elle est noire. » Bon. Le Canada anglais a commis toutes sortes de crimes contre l'humanité depuis qu'ils sont ici, c'est-à-dire depuis 262 ans, alors que nous, en 4 siècles, on n'a quasiment rien fait. La superpuissance morale, et ça j'insiste là-dessus et je le répète tout le temps, la superpuissance morale, c'est nous, c'est les Québécois. On n'a jamais fait de génocide contre les Autochtones. On a fait des choses. On a fait des choses dans notre histoire, mais c'est des miettes, des petites babioles. Eux autres, ils ont détruit le peuple acadien. Ils ont déchiré les familles, ils les ont envoyés dans tous les coins du monde, en Australie, en France, en Louisiane. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Arnold Toynbee, qui est un historien anglais, il dit que ça a été la déportation des Acadiens, ça a été le lancement des ethnocides basés sur l'ethnie. C'est la première fois. Après, ils ont continué dans différents peuples. Après, ils ont attaqué le Québec. Ils n'avaient pas attaqué. Ils sont venus d'Angleterre. Ils ont détruit une dizaine de milliers de fermes. Ils ont détruit la moitié de Québec. Puis, dès qu'ils sont rentrés ici, qu'ils ont expulsé nos élites, on est devenus pauvres. De 1763 jusqu'en 1960, on était le groupe ethnique le plus pauvre au Québec. C'est un crime contre l'humanité. Ça, c'est du racisme systémique. Je le dis aux gens, tout le monde a ça devant le visage. Bon, ça comment ça fait que personne n'en parle? Les anglophones au Québec, les vrais Anglais qui sont venus d'Angleterre sont 2,5% de la population. Si vous mettez les Juifs, les Grecs, les Portugais qui se sont joints à eux, ce qui est immoral, puis il aurait dû se joindre à nous. Exactement. Dans tous les pays, ben ils sont 7,5% de la population au Québec. Ils contrôlent, avec les gros salaires que ça suppose, ils contrôlent 3 universités. Ils contrôlent 6 grands collèges. Ils contrôlent la moitié des hôpitaux sur l'île de Montréal. Ils contrôlent 1 méga-hôpital sur 2. Ils contrôlent de 30 à 40% de l'économie du Québec. Puis ils sont arrivés 160 ans après nous. Ça a été fait par du racisme systémique pour nous écraser, nous voler. Ils ont gâché des millions de vies en empêchant les gens de réaliser leur potentiel. C'est les Québécois là, qui contrôlent l'Hydro-Québec, toutes ces choses-là, qui bâtissent des barrages, qui participent aux inventions qui se font dans le monde. Aujourd'hui, l'intelligence est apparue dans les années 1960? Non. Ils nous écrasent. C'est tellement du racisme systémique que c'est dans la Constitution canadienne de 1867 et de 1982, dans la Constitution canadienne, les privilèges des Anglo-Québécois sont protégés par la Cour suprême, par la Constitution, par des lois, alors que les droits des Franco-Canadiens à l'extérieur du Québec ne le sont pas. Oui, c'est protégé, mais c'est bon. C'est du racisme systémique. Vous avez ensuite, ils ont détruit le peuple métis, ils leur ont volé leurs terres dans l'Ouest. Nous, ils ont mis les Autochtones, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est les Anglais. Nous, quand on était avec les Anglais, avec les Autochtones, c'était nos alliés, nos amis, on les a jamais mis dans des réserves, on a signé une loi, une paix avec eux, pas de Montréal en 1701, ça a duré jusqu'à 1760, on l'a respecté, on respectait leurs terres, on respectait... Eux, ils ont mis les Autochtones dans des réserves pour leur voler les terres. Toutes les terres dans l'Ouest ont été volées, comme pour les Métis. Puis ensuite, fin des années 60, Pierre Elliott Trudeau et Jean Chrétien voulaient éliminer les réserves au Canada pour que les Autochtones disparaissent. C'est systémique. Alors, ce que je veux dire, c'est que les anglophones, quand ils ont dit ça sur Parizeau, il a dit la vérité. Moi, je n'ai pas de problème à dire répéter, puis je le répète aux Autochtones. Quand je vous dis, ils sont tous, pas aux Autochtones, aux immigrants, ils sont tous pour l'indépendance, mais pas au Québec. C'est juste au Québec, c'est du nazisme, etc. Il y en a une deuxième des choses. Ce sont nos élites ici au Québec,
les chefs du PQ, les chefs du Bloc québécois, ceux qui sont censés nous défendre, le Québec solidaire qui se prétendent indépendantistes, c'est de la foutaise. C'est à eux à dire ces choses-là. Nous, on est contrôlés sur les médias sociaux. C'est la pure vérité. Les Canadiens anglais ont commis en 260 ans toutes sortes de crimes contre l'humanité. Nous autres, on ne l'a pas fait. On ne les a pas exterminés, les Autochtones. On est le peuple, un vrai peuple sur la planète. C'est le peuple québécois qui reçoit un plus fort pourcentage d'étrangers, de réfugiés, de tout ce que vous voulez. On paye pour ça. Il n'y a pas de manifestation. En France, il y a des manifestations des deux côtés d'ailleurs. Le peuple québécois est une superpuissance morale. On ne les a pas fait, les crimes. Oui, on n'est pas parfait. On n'est pas blanc comme neige. D'ailleurs, on n'est pas blanc comme neige dans tous les sens. Au point de vue racial, là, dans nos ancêtres, il y a des Autochtones, puis il y a des Noirs qui s'étaient sauvés des États-Unis, donc on les connaît. On a fait des trucs, on n'est pas tous purs. Il y a des pierres tombales dans les cimetières juifs qui ont été renversées. Ah, quelle catastrophe! Ça correspond à 6 millions de juifs, on est responsable de tout. Les Québécois s'excusent de crimes qu'ils n'ont pas commis. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez frappant. Aux États-Unis, la population qui appelle blanche, en tout cas, c'est des folies américaines, les blancs non hispaniques, sont devenus minoritaires dans les berceaux il y a à peu près 7-8 ans. Bon. Fait que là, il y a une modification démographique, puis là, ben, les médias, là, la gauche, tout ça, ben là, ils essayent de se faire excuser. Fait que là, ils bourrent les annonces de noirs, puis ils leur donnent plus d'Oscars, puis tout ça. C'est mérité dans certains cas, dans la plupart. Mais le point n'est pas là. Le point, c'est qu'ils ont modifié leur culture à Hollywood pour changer l'apparence. Puis là, à Hollywood, là, ça fait des années que c'est comme ça. C'est toujours un noir qui donne des ordres ou qui bat un blanc. C'est toutes des affaires bizarres. Alors, M. Nantel, oui. Ça devrait être complètement ce que disait Martin Luther King. On veut juste l'égalité, on veut être traité comme les autres. Mais c'est plus ça, là. Là, ils ont inversé l'attaque. Bon, maintenant, j'en reviens au Québec. C'est qu'ils ont commencé à faire ça à la télévision québécoise. Ils mettent, si vous regardez, moi je regarde seulement samedi soir pour les films, dans les annonces, ils vont mettre, j'ai même vu une annonce, c'est des Québécois de souche, là, clairement blancs, qui sont là. Puis là, vous voyez des femmes en tchador, puis des Noirs, puis des Asiatiques qui se présentent, puis ils disent célébrons notre passé avec notre avenir pour un autre siècle. Oups, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va disparaître. Les minorités visibles au Québec, c'est 15% de la population, pas 50%. Bon, alors quand vous faites ça, c'est des influences qui viennent des États-Unis, puis pour paraître bon, pour paraître non raciste, voilà. Ils font la même chose qu'aux États-Unis. Il n'y a absolument aucun racisme à dire que le français doit être la langue au Québec. À un moment donné, je vais vous raconter une histoire parce que c'est vraiment rapidement. Là, parce que, oui, on va passer aux vidéos de M. Poroshenko parce qu'il faut poursuivre là-dessus. Oui, allez-y. Mais c'est parce que c'est intéressant. Je me promenais dans le Vieux-Montréal, puis à un moment donné, je vois un attroupement. Je m'approche, je vois ce que c'était. C'était une Canadienne anglaise qui avait un groupe d'Américains, puis probablement d'autres peuples, je ne sais pas qui, de toute façon, j'ai aucune idée. Mais il était à peu près une cinquantaine, puis elle expliquait. Elle commence à expliquer aux gens, elle dit, au Québec, elle dit ça en anglais, au Québec, elle dit, c'est incroyable, elle dit, les immigrants n'ont pas le droit de choisir leur langue d'enseignement. Ils arrivent, puis ils sont obligés d'aller à l'école française, alors que c'est pas ça qu'ils veulent. Ah oui. Elle faisait ça comme ça. Non, c'est vrai. Donc moi, j'étais là, j'ai dit, oui, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je dis ça en anglais? C'est quoi le problème? C'est comme ça dans le monde entier. Là, elle a paniqué. J'ai dit, ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est que les Autochtones, les Anglais au Québec sont 7%, contrôlent 3 universités. Ce que j'ai dit tantôt, 3 universités. Là, les Américains la regardaient. Elle dit, non, c'est vrai ce qu'il dit. Non, ce qu'il dit là, c'est vrai, mais c'est parce que. Puis, bon. Là, j'ai dit, écoutez, dites la vérité, arrêtez de mentir. Là, vous êtes ici à Montréal, puis vous êtes en train de dire en anglais qu'on vous torture. Vous contrôlez 30 à 40% de l'économie avec 7% de la population. Bon. C'est insupportable. Oui, mais ça, c'est systématique. Puis quand Parizeau a dit ça, moi, j'écoutais les postes anglais. J'ai vu les journalistes anglais qui disaient c'est du racisme. Non, c'est pas du racisme, c'est la vérité. Par contre, c'est vrai que ça désigne ceux qui nous ont fait perdre le référendum. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé parce qu'ils sont tous en faveur de l'indépendance dans leur pays d'origine. Ils ont été achetés avec notre argent. Bon.
Ah, Et maintenant, allez-y avec Poroshenko, parce puis qu'effectivement, M. Nantel aussi, on le voit, c'est Édith Côtier qui fait un commentaire. Jean-François Lisée était horrifié des paroles de M. Parizeau aussi, dans l'entourage. Et c'est là qu'on voit aussi comment le Parti québécois est embarqué dans le piège multiculturaliste anglo-saxon qui vient du Canada anglais. On s'aperçoit là que depuis le référendum de 95, qu'on est en train de créer un Canada 2.0 au Québec. C'est-à-dire qu'avec Québec solidaire qui s'est mis de la partie, le nationalisme québécois s'est complètement désintégré dans les codes civilisationnels canadiens. La presse, les médias là-dessus ont fait une job de bras. Moi, j'étais à Québec à l'époque et tous les animateurs étaient, au lendemain du référendum, très pro-Canada. Rappelez-vous de toute la campagne qu'on a eue. Mais effectivement, puis pour revenir au sujet qu'on avait ce soir, qui est intéressant, c'est la moralité à deux vitesses de l'Occident, qui essentiellement aujourd'hui est pénétrée dans beaucoup de pays de l'Occident par la culture américaine. La musique, les films, la langue anglaise. On a juste à regarder les émissions, pas juste à Québec, dans certains postes de radio, mais le phénomène en France est encore plus grand. Il n'y a pas un titre d'émission qui n'a pas un mot en anglais dedans. Les nouveaux mots en France ont toujours une connotation anglaise. Les Français aussi, on s'aperçoit qu'ils sont complètement pénétrés des codes civilisationnels anglo-saxons. Et ce qui fait dire justement à un Jean-François Lisée là, des choses comme ça. Lui, entre autres, Jean-François Lisée, dans la guerre ukrainienne, lui, il est un vote en guerre. Il faut attaquer la Russie, puis go, go. Et ça, moi, je trouve ça là, d'une maladresse pour un chef qui espérait faire un pays avec le Québec. Je trouve qu'il est vraiment pas au niveau. Mais là, revenons au discours de Parizeau. Là, on a écouté le discours de Parizeau. Maintenant, on va écouter le discours de Poroshenko en décembre 2014. Ça, c'est un gouvernement qui, par la suite, a sauté, bien sûr, et a été remplacé ensuite, jusqu'à aujourd'hui, par le président Zelensky. Puis Zelensky, dans le Donbass, puis il avait promis de régler le problème. Il s'était montré ouvert à Minsk, mais les fils nord-américains ont été très forts sur Zelensky. Zelensky joue le jeu en ce moment des Américains, c'est évident. Et c'est de voir comment les nationalistes, M. Nantel, appuient un régime essentiellement, en tout cas dans l'Est et dans le Sud, russophobe. Et moi, je ne connaissais pas le phénomène. Comme tout le monde au Québec, quelques semaines avant, j'en parlais avec Jean-Claude, c'était dans le temps de la COVID, mais j'avais parlé à Jean-Claude Pomerleau de l'Ukraine, et j'ai tombé sur cette vidéo-là. Et là, c'est là que j'ai comparé ça avec la vidéo de Parizeau auquel on a fait un procès. Et aujourd'hui, je vois mes Justin Trudeau, mes Joe Biden, toute le politically correct anglo-saxon appuyer Zelensky. Je vois Zelensky faire des tournées à travers les parlements. Il est en pleine guerre contre une des plus grandes puissances militaires au monde. Puis il a le temps de faire des shows télé. Moi, ça me dépasse énormément en diplomatie. Zelensky, en ce moment, est entièrement dans le jeu des Américains. Je pense pas qu'en essayant d'inviter les pays du monde entier à lui livrer des armes, qu'il travaille pour le bien de sa population. Monsieur Nantel, moi, on va écouter M. Poroshenko, puis je vous reviens là-dessus, parce que de voir qu'on appuie ce genre de politique-là, et Zelensky ne l'a pas changé, écoutez ça. Poroshenko, qui en 2014 fait un discours et parle des Russes. Il faut être vite, là, parce que ça va embarquer vite. Écoutez la traduction, parce que c'est en ukrainien. Et écoutez ce qu'il dit des Russes. Et ça ne marche pas. Les Russes qui habitent en Ukraine. Хто буде, у них немає.
У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Donc, je vais juste arrêter pour pas qu'on ait le son, M. Nantel, 2 petites secondes. Oui. Ouais. Ça, M. Nantel, là, c'est ce régime-là que Zelensky n'a pas amélioré, là. La russophobie en Ukraine, parce que c'est historique, là. On ne fera pas l'histoire. Vous pourrez peut-être en faire un petit résumé, mais il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale l'armée allemande qui a libéré une partie de l'Ukraine qui était sous le joug de Staline, qui était littéralement encerclé et amené dans une famine qui a fait je ne sais pas combien de morts, vous le savez plus que moi. Il y a eu 6 millions de morts en Ukraine. Il envoyait, quand vous faites une révolution, les révolutions elles se font dans les villes. Et si vous ne voulez pas qu'ils fassent une contre-révolution, il faut que vous alimentiez les gens dans les villes, pas qu'ils crèvent de faim. Alors, ce qu'il faisait Staline, il envoyait les gens dans les campagnes, des soldats dans les campagnes, pour saisir les grains que les paysans cachaient, parce qu'ils essayaient de cacher. Selon lui, ils cachaient ça pour vendre ça plus cher pendant la pénurie. Ils ont enlevé jusqu'aux grains pour faire pousser les grains pour ensemencer les terres. Alors, il y a eu 6 millions de morts. Les photos existent, là, on les a même si c'était caché. Alors, les Russes ont fait énormément de mal à l'Ukraine quelques années seulement avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pas étonnant que les Ukrainiens, une partie des Ukrainiens en passant, parce que Hitler considérait tout ça comme de la racaille qu'il fallait éliminer, qu'il fallait remplacer par des Allemands. Alors, Hitler a été également très dur avec les Ukrainiens, mais les Russes avaient été beaucoup plus durs. 6 millions de morts, on n'arrête pas d'en parler pour les Juifs, mais pour les Ukrainiens, c'est pas grave. Alors, les Ukrainiens, il y a eu effectivement des fascistes là-dedans. Il y avait des fascistes, des fascistes également du côté des Croates, pour les mêmes raisons, parce qu'ils étaient écrasés par les Serbes, qui sont des alliés. Et ça, M. Nantel, là, c'est de l'histoire ancienne, OK? Puis on sait, là, c'est ça, l'armée allemande est arrivée, a libéré les Ukrainiens qui étaient affamés par Staline, et les Ukrainiens ont été devant le choix, soit de t'en aller en Sibérie, ou tu prends les armes pour l'Allemagne, puis tu fais le travail avec nous. Ils ne prenaient pas vraiment les armes pour l'Allemagne, ils défendaient l'Ukraine. En tout cas, ils se battaient en Ukraine. Mais en passant, il y a eu des Italiens, des Espagnols, il y avait même des légions. C'est incroyable, mais dans les nazis, les gens ne savent pas ça, dans les nazis, il y avait des Indiens des Indes. Parce que l'idée d'Hitler, la race aryenne, c'est un truc indien. La croix gammée, quand vous allez en Inde, sur les temples, il y a des croix gammées. Est-ce que c'est ça, c'est des nazis? Non, c'est avant les nazis, c'est les nazis qui ont pris ça en Inde. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était plus compliqué que ce que Mais M. Nantel, nous, on sait au Québec, là, c'est face à l'Empire britannique. On a un rapport, on a été conquis il y a 260 ans. L'Ukraine a eu son histoire. Il y a eu une présence, entre autres, à la manifestation de Maïdan en 2014. Ce que j'ai compris, c'est que quand on a renversé le gouvernement qu'on disait pro-russe, ça a été, entre autres, là, les violences, et c'est là aussi que des groupes d'extrême droite ont pris beaucoup d'importance en Ukraine. Et que les gouvernements en place par la suite, ce qu'on m'a expliqué chez certains, c'est que en nombre, ils n'étaient pas nombreux, mais comment je peux vous dire, en influence, ils étaient assez... ils ont monté en influence parce que il y a eu des événements aussi par la suite, entre autres à Odessa, où on a tué des Ukrainiens russophones parce qu'ils manifestaient devant un bureau du gouvernement et on les a brûlés vifs. Il y a une russophobie en Ukraine. Il ne faut pas le nier. En passant en Europe de l'Est, la russophobie est très, très courante. La raison pour laquelle l'OTAN, le problème qui vient là, avec l'Ukraine, c'est que quand l'URSS est tombé, Gorbatchev s'est entendu avec les Américains, vous gardez ce qu'on appelle un glacis, c'est-à-dire les pays qui appartenaient à l'URSS qui ont libéré, et vous ne mettez pas l'OTAN là-dedans. Mais les pays qui ont été envahis par l'URSS, qui ont été volés, le communisme, c'est un système de voleurs.
Ils volaient tout le monde, ils volaient les travailleurs, ils volaient la liberté des gens, les mettant en prison parce qu'ils ne pensaient pas comme eux, ils volaient les pays envahis, etc. Alors, les gens de l'Europe de l'Est, eux, ils voulaient l'OTAN. C'est des pays indépendants. Ils voulaient l'OTAN. Ça n'appartient pas aux Russes, ça n'appartient pas aux Américains. Ils ont demandé eux-mêmes de rentrer dans l'OTAN, de rentrer dans l'Union européenne pour être des Européens et être défendus contre une éventuelle attaque des Russes. Alors, mais les Russes, ils ont dit que ce n'était pas ça l'entente. Puis effectivement, les Américains auraient dû la respecter, l'entente, de ne pas mettre de bombes atomiques en Pologne, en Lituanie, ces places-là. Bon, ils ne l'ont pas fait. Alors, les Russes se sentent... Il faut comprendre que les Russes, c'est un pays plat, c'est une immense plaine. En fait, la plaine, elle commence en France, puis elle se rend jusqu'au Pacifique. Alors, c'est une immense plaine très difficile à défendre. Puis les Russes, ils sont entourés par une foule de pays, je ne me souviens plus combien, là, 19, une affaire comme ça. Alors, ils se sentent assiégés. Puis en passant, c'est vrai, parce qu'au cours de l'histoire, ils se sont battus contre les musulmans, contre les Tatars, contre les Mongols, contre les Européens, contre les Allemands, tout le monde. Alors, les Russes, ils se sentent agressés. Puis là, on installe nos armées à leurs frontières. Ben là, ils disent, ça ne rentrera pas pour l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est là qu'est née la Russie. La Russie, c'est un pays qui a été créé par des Scandinaves, des Vikings, qui sont rentrés, qui avaient une masse de population qui était là. Puis ils ont organisé, les Vikings ont organisé le pays, ça a créé la Russie. Russie vient de cheveux, ça vient de rouge, les cheveux rouges, les cheveux roux des Scandinaves. Alors les Scandinaves ont créé la Russie d'abord à Novgorod, puis ensuite à Kiev. À Kiev, en Ukraine. Alors pour eux, c'est un pays russe, ça fait partie des Russes. C'est pas complètement faux, parce que c'est un peu faux, que c'est une partie de la Russie, parce que les Ukrainiens, on le voit, ils défendent leur pays. Alors, ils sont sincères, ils se considèrent comme un pays, ils ont des frontières reconnues internationalement, ils sont à l'ONU, etc. Alors, quand Poutine a attaqué l'Ukraine, ce qui se passait, c'est que les Ukrainiens, comme ils sont russophobes, ils attaquaient vraiment les minorités russes. Là. Puis on parle pas de les Canadiens anglais qui disent qu'on les torture parce qu'on veut leur enlever. Oui. On veut mettre le français au Québec. C'est des conneries, c'est des bêtises, c'est quelque chose de tellement incroyable. Puis Monsieur Nantel, très important, c'est qu'au Québec, ce sont nos élites. On parle des Canadiens français, des Québécois francophones qui ne défendent pas le Québec. L'affaire du racisme systémique, ils sont là, attention, les Noirs sont arrivés au Québec, il y a presque pas de Noirs des années 60 au Québec. C'est des arrivées récentes. Il faut faire attention, on marche sur des œufs, les Noirs, les femmes en tchador, etc. Coudonc, est-ce que les gens, y a-t-il quelqu'un qui a lu l'histoire de l'Inde et des Balkans? Les islamistes, là, ils ont fait des crimes contre l'humanité pendant 1400 ans, des génocides véritables, des massacres, des exploitations, obliger les gens à porter des croix pour pouvoir les identifier, pour pouvoir les discriminer. Puis ils viennent ici, puis ils nous regardent de haut. Vous faites du racisme contre les musulmans. Mais de quoi je me mêle? Les Anglais, ils ont fait pire. Ça, c'est nos élites. Quand ils parlaient du racisme systémique, moi, j'ai dit, allez-y. J'étais dans des manifestations, je disais, allez-y. On règle le problème du racisme systémique. On commence par le pire, qui dure depuis 262 ans, des Anglo-Québécois qui sont protégés par une constitution d'un autre peuple qui nous écrase, qui nous vole 3 universités, 6 cégeps, etc. Allons-y. On va l'éliminer, on élimine le racisme systémique. Ah non, le Parti québécois n'a pas parlé, puis le Bloc québécois non plus, parce qu'il faut se faire élire, puis se faire élire. Jean-François Lisée, là, c'est lui Monsieur Nantel. Parce qu'il a laissé tomber le projet pour se faire élire. Bon, alors ce que je veux dire, c'est qu'ici au Québec, ce qu'on vit, en passant à une autre chose très importante, le reste du monde, il s'en contre fou que Parizeau ait dit la vérité le soir du référendum. Personne ne se préoccupe de ça. Ils savent très bien qu'on est un peuple de couillons qui acceptons n'importe quoi. On s'excuse de crimes qu'on n'a pas commis. Puis nos élites refusent de faire le travail, de défendre nos intérêts parce qu'ils veulent se faire élire, puis réélire, puis réélire, puis réélire. On se retrouve dans une situation. Ceci étant dit, ça, c'est nos élites qui n'ont pas beaucoup de valeur. Pas beaucoup de valeur. Parizeau était un homme solide. C'est probablement le meilleur chef d'État qu'on a eu depuis 1760. C'est vraiment impressionnant, le bonhomme. Parizeau est le seul homme que j'ai rencontré, avec qui j'ai parlé, qui était à la hauteur de sa réputation. C'est le seul au Québec dans les franco-québécois. C'était impressionnant. À un moment donné, j'ai été le voir il avait fait une conférence sur la monnaie, puis il avait dit sur la dette. C'était vraiment passionnant ce qu'il avait dit. Fait que quand tout le monde était parti, là, puis j'ai été y parler.
il a passé une demi-heure avec moi. Il ne savait pas qui j'étais. Il a passé une demi-heure avec moi à m'expliquer ce que... Quand j'ai été le voir, c'était vraiment intéressant parce que bon, le gars était très, très fort. Puis Parizeau, c'était le projet de Parizeau, l'indépendance. Et M. Nantel. L'évêque était fédéraliste. Allez-y. Puis avec notre rockstar Zelensky, vous avez dû suivre ça et on essaie là, vraiment de nous le faire. On travaille beaucoup son image. On est des spécialistes de l'image de l'Occident actuellement. C'est une guerre d'image aussi, cette guerre-là. Et ils sont des spécialistes pour en monter des images. Et Zelensky, là, revenons à Zelensky. Si on continue dans la voie que Zelensky nous trace actuellement, puis où il demande plus d'armement, où il dicte les politiques étrangères des pays de l'Occident, il leur dit quoi faire. Je trouve ça vraiment, parce que ça rentre entièrement, de ce que je comprends, des intérêts américains en Europe. Parce que comment comprendre ça autrement, M. Nantel? Ben, les Américains, ils dominaient complètement. En 1945, les Américains produisaient la moitié de la production industrielle du monde. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 à peu près ça, là, 20 Alors, ils ont beaucoup baissé. Puis les Chinois ont passé par-dessus eux pour ce qui est de la production industrielle. Le Japon également, mais ils sont... Le problème avec le monde industriel, c'est que quand vous vous lancez, vous devenez très, très puissant très rapidement parce que vous avez la population qui vient des terres. C'est ça qui est arrivé au Québec. En passant, ce que vivent les Chinois, là, on l'a vécu 20 fois au cours des 2 derniers siècles. Des explosions, là, ça part dans toutes les directions. Aux États-Unis, à New York, ils sont passés en 10 ans des carrioles à chevaux aux voitures. C'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Mais aujourd'hui, on a oublié ça. Quand on voit la Chine qui croît, la Chine fait ce que la Russie a fait avec Staline, ce que les Américains ont fait, les Anglais ont fait à la Révolution industrielle. Bon. Alors, quand ça part, puis ensuite, quand vous rentrez dans les villes, bien là, ça rentre en décadence, parce que dans les villes, c'est des trous noirs. Hein. C'est là que les familles disparaissent dans les villes, les déchets, tout ça. Bon. Puis c'est les campagnes qui sont saines, qui fournissent tout ce qu'il faut aux villes pour survivre. Puis quand 80 de la population est rendue dans les villes, bien là, le pays s'effondre. Parce que c'est décadent, les villes, c'est comme ça. C'est ce que... puis, dans le cas de Zelensky, oui. Zelensky, en passant, il y a 4 mois seulement, l'Ukraine avait une image exécrable dans le monde, pas seulement parce qu'il massacrait des Russes dans l'est de l'Ukraine, mais parce que c'était le pays le plus corrompu d'Occident, du monde occidental. C'était un pays extrêmement pauvre, un taux de natalité catastrophique, etc. Il perdait de la population, puis c'était tout le temps des images négatives qui venaient de l'Ukraine. Les Russes ont fait... Il y a 2 choses sur l'agression que Poutine a faite en passant, ce n'est pas Poutine, ça c'est un truc de propagande, c'est Poutine. Non. C'est toute la gang de Poutine. C'est la Russie, c'est ceux qui contrôlent... Poutine n'est pas tout seul là-dedans, il n'est pas décidé ça. Oui, puis en propagande de guerre, tu as avantage à dire à tes partisans que le chef adverse est isolé. C'est ça. Ça l'aide au moral des troupes. Saddam Hussein, comment est-ce qu'il s'appelait en Libye, là, Kadhafi, le gros méchant Kadhafi, Saddam Hussein, Bin Laden, non. Ils font partie d'un groupe cohérent qui travaille dans le même sens. Moi, je dis, il y a 2 erreurs que Poutine a faites. Au point de vue moral, de changer le système international du respect des frontières en attaquant, je suis contre. Il a fait une erreur, Poutine n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû utiliser d'autres moyens pour protéger les Russes du Donbass. Il l'a pas fait. Ça, c'est la première erreur. Maintenant, il y a la deuxième partie, parce qu'en géopolitique, on s'en fout un peu de la morale. On se sert de la morale pour faire défendre ses intérêts, mais c'est effectivement ça qu'on fait, pour défendre ses intérêts. Poutine a fait l'erreur, de son point de vue à lui, de ne pas frapper assez fort. S'il avait fait ce que les Soviétiques ont fait en Tchécoslovaquie ou en Hongrie en 1956, puis vous rentrez un gros coup de poing, des milliers de tanks, puis des centaines de milliers d'hommes dans le pays, les gens n'ont pas le temps de creuser des tranchées puis de demander des armes à l'Occident. Vous avez réglé le problème, vous avez repris le contrôle, puis c'est comme ça. Ça, c'est le point de vue géopolitique immoral, sans morale, que Poutine a fait. C'est son erreur. Puis là, maintenant que
Poutine a fait l'erreur de rentrer mollement, puis il a été très surpris de la réaction énergique des Ukrainiens. C'est quand même étonnant ce qu'ils ont fait. Puis là, ce qui se passe, c'est que l'Occident envoie toutes les... Ça, c'est intéressant. Ils envoient les armes que les Soviétiques... Ça vient de Russie, les armes qui rentrent en Ukraine. C'est les armes qui viennent de Pologne, de Tchécoslovaquie, qui avaient été données par l'URSS. Puis là, ils envoient ça en Ukraine parce que les Ukrainiens sont habitués de se battre avec ces avions-là, ces tanks-là. Puis ils remplacent en Pologne puis en Tchécoslovaquie avec des armes américaines. Alors, les Américains, c'est du gain. Ça, c'est la géopolitique normale d'un pays. L'Ukraine, là, c'est à côté de la Russie. Je l'en ai déjà parlé, je vais en parler maintenant. Les Russes, ils attaquent autour, juste collés sur leurs frontières. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué la Tchétchénie, qui maintenant fait partie de la Russie. Ils ont attaqué la Géorgie. Ils ont volé deux pays, l'Abkhazie puis un autre. Là, ils attaquent en Ukraine, collés sur la Russie. En fait, c'est des Slaves, des Russes. Là, c'est quasiment il y a des Russes en Ukraine, beaucoup, beaucoup. Puis là, ils ont attaqué en Syrie, qui est juste de l'autre côté de la mer Noire. Alors, les Russes sont toujours proches. Quand ils faisaient les missiles à Cuba, c'est des missiles qu'ils envoyaient, c'est pas de l'armée russe. Puis les Américains ont bloqué, ils ont dit on va se battre, passez pas là. Bon. Alors, les Russes, ils s'attaquent, c'est une puissance continentale qui reste proche de la Russie. Puis ils essayent de se défendre contre la Pologne, qui rentre des armes nucléaires, etc. Puis là, les Américains, puis l'Occident, voudraient rentrer en Ukraine, mais c'est pas sûr que c'est leur intérêt de le faire. Puis c'est pas sûr non plus, les Ukrainiens voudraient demander leur entrée dans l'OTAN pour empêcher précisément ce que Poutine fait. Mais c'est pas sûr que les Européens en veulent. C'est un pays très pauvre, ça coûtera très, très cher. Non, absolument. Et les Ukrainiens ont vraiment agressé. Ils l'ont vraiment fait. Là. Il y a des trucs sur Internet là, quand on cherche un peu et qu'on ne regarde pas Radio-Canada uniquement. Là. Ils ont vraiment massacré. Il y a eu des viols. Ils ont trouvé des charniers. Enfin, c'est clair. Là, les Russes ont fait des cochonneries. Puis c'est violent, là, brutal. Les gens vivent dans des grottes, pas dans des grottes, dans des abris souterrains avec les enfants. Bon, alors c'est grave ce qu'ils ont fait les Ukrainiens. Mais là, comme ça sert, en fait, celui qui profite de ce qui se passe en Ukraine, c'est la Chine. Parce que la Chine n'est pas impliquée là-dedans. Les Chinois, ils essayent de voir comment le monde occidental va réagir à ce qui se passe en Ukraine pour savoir s'ils peuvent attaquer Taïwan sans rien craindre. Parce que les Occidentaux, ben, il n'y a pas seulement qui sont décadents, ils n'ont plus de jeunes. Ils n'ont pas le goût, ils ne veulent pas le faire. D'ailleurs, ils l'ont dit, c'est très clair, les Américains sont très clairs, ils n'interviendront pas militairement en Ukraine. Ils vont faire ce que fait toujours une puissance maritime. Ils prennent ce qu'on appelle le Rimland, c'est-à-dire tous les pays qui sont autour du centre de ce qu'on appelle l'île mondiale, qui est l'Asie, l'Europe et l'Afrique réunies. Le centre de ça, on appelle ça le Heartland, c'est la région justement de l'Ukraine, de la Turquie, cette région-là. Là. Parce qu'à partir de cette région-là, vous pouvez rayonner dans tous les sens. Mais ça, c'est une puissance continentale. Ils dépensent énormément d'énergie pour construire des routes, mettre des postes d'essence, franchir les montagnes, franchir les déserts, franchir les marais, franchir les zones où il y a du terrorisme nationaliste ou religieux avec les islamistes, par exemple. Alors, ça, c'est une puissance continentale. La puissance maritime, elle se promène sur les océans. Les océans, c'est 71% de la surface terrestre. La puissance maritime, comme les Anglais à l'époque, maintenant, c'est les Américains. Les Américains, ils contrôlent les 3 Amériques. Contrôle l'Australie, ils contrôlent tous les points stratégiques qui permettent de passer sur les océans. Alors, le résultat, c'est que les Américains, ils n'auraient jamais dû faire, dans les derniers 70 ans, attaquer le Vietnam, attaquer la Corée du Sud, attaquer la Libye. En passant, c'est bien pire que ce qui se passe en Ukraine. Les massacres qu'il y a eu avec des bombes là, en Irak, là, il y en a qui disent, en tout cas, c'est des centaines de milliers de morts puis des blessés. 500 000 enfants. Ben là, il faut se méfier des chiffres qu'ils nous donnent. Oh oui, puis hormis les chiffres, là, M. Nantel, une guerre, ça fait des morts, ça détruit des édifices. Les gens semblent être très surpris en ce moment qu'il y a une destruction en Ukraine. Les gens arrivent de où? Les guerres. Il y a bien d'autres guerres dans le monde qu'on pourrait vous montrer les désastres. Et là, c'est l'Ukraine. Et moi, je reviens à Zelensky, puis ensuite, on va passer au deuxième point parce que l'émission va très vite. Mais Zelensky, en ce moment, là... Je peux finir de dire. Oui.
La chose Oui. que je veux finir de dire, c'est que les Américains, c'est le rôle des Américains. Je parle pas de morale, là. Je parle pas de morale, là. Je parle de géopolitique. Les Américains, c'est une puissance maritime. Sur les océans, vous pouvez passer de tous les côtés, puis vous servir de tous les pays qui sont sur le bord de l'île centrale pour attaquer la puissance du centre. Puis les puissances maritimes ont pratiquement toujours gagné contre les puissances continentales dans l'histoire parce que ça ne coûte rien les océans. Vous pouvez vous promener. C'est ça. Vous pouvez faire le tour, vous tout seul, vous pouvez faire le tour du monde avec un bateau à voile. Mais M. Nantel, Alors, ça c'était vrai, oui, mais côté militaire en ce moment, oui. Les Américains sont en train de faire ce qu'ils auraient toujours dû faire depuis 70 ans, c'est-à-dire de foutre le bordel contre les Russes. Ça n'a rien à voir avec la morale ou avec la vérité. Ça a à voir avec les intérêts. Donner des armes, donner de l'argent à l'Ukraine pour foutre le problème aux Russes. Maintenant, la raison pour laquelle c'est la Chine qui gagne, c'est que les Américains avaient commencé à déplacer toutes leurs... Parce que les Américains sont en voie d'affaiblissement, sont décadents, bon, etc. Alors, ils voulaient déplacer toutes leurs forces en Asie pour contrôler la Chine. Puis là, ils sont obligés de rediviser leurs forces pour contrôler la Russie. Alors, Poutine, là, il a beaucoup aidé la Chine. C'est la Chine qui gagne dans cette affaire-là. Alors, mais dans le cas de Zelensky, c'est un gouvernement qui est plus ou moins légitime, qui tuait vraiment des Russes, qui ont vraiment provoqué la guerre. Mais c'est Poutine qui a envahi. Poutine, il fallait qu'il utilise d'autres systèmes. Alors, Zelensky, c'est comme Justin Trudeau. C'est un artiste. La géopolitique, tout ça. Mais il est très habile, comme Trudeau, pour faire des relations publiques. Puis Zelensky, ben lui, il a gagné la guerre. Là. Poutine, il a perdu. Poutine, il n'a pas envahi l'Ukraine. Apparemment, il n'a jamais voulu envahir toute l'Ukraine. Mais Poutine, il paraît mal parce que c'est lui qui a attaqué. Évidemment, ce qui a provoqué l'attaque de Poutine, c'est le fait que les Ukrainiens massacraient des Russes. Bon. En passant, en 2014, quand les Russes ont envahi la Crimée puis le Donbass, la région du Donbass, les deux républiques, là, il n'y a pas eu de grosse réaction de l'Occident. Là, ce que l'Occident a dit, en passant, il y a même chose quand ils ont attaqué la Géorgie, même chose quand ils ont attaqué la Tchétchénie, l'Occident n'a pas bougé. On ne peut pas intervenir, c'est trop loin. L'Ukraine, c'est à l'intérieur du continent. On ne peut pas faire... Monsieur Nantel, c'est pour vous dire, moi, j'ai des gros doutes. Quand je vous ai dit, M. Zelensky, lui, là, écoutez-le quand il parle au Parlement à travers le monde et les conseils qu'il donne en politique extérieure à ces pays-là, et bizarrement, ça va tout dans le sens des intérêts des Américains. Quand il dit qu'il faut les armer puis tout ça, c'est qui vend des armes en Europe depuis quelques semaines? C'est qui, entre autres la France, on a appris il y a quelques jours qu'elle était le plus gros client de gaz de schiste en Europe. Donc, le prix du gaz en ce moment, ça fait l'affaire de qui en ce moment, si ça rend les gaz de schiste très plus rentables en tout cas. Et donc, c'est juste ça que je voulais vous faire réfléchir, chers amis, en invitant l'Ukraine à s'armer, puis essayer de rester dans ce délire de propagandiste-là, de prendre parti pour un ou pour l'autre, en n'essayant pas de comprendre qu'on est en train de se faire manipuler, autant chez les Russes que chez les Occidentaux, de ne pas voir l'agressivité américaine en ce moment dans ce dossier-là, où on apprend, là, entre autres à Mariupol, où il y avait des entraîneurs. Ça fait, on apprend là, que depuis 2014, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis entraînaient l'armée américaine, ukrainienne. On sait que la CIA a été très proche du régiment Azov. Ils ont voulu mettre vraiment le trouble en Ukraine. Et ça nous amène au deuxième sujet, M. Nantel, c'est que cette crise ukrainienne-là risque de nous plonger dans une... on en parle souvent à Radio Infocité, d'un basculement du monde. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Là. On s'en est parlé avant l'émission. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Hein? La carte que vous avez là, le montre bien ce que je disais tantôt, là, ce qu'on appelle le Heartland. Oui. Le centre de l'île mondiale, là, avec l'Ukraine, tout ça. Puis autour, tous les pays, ça s'appelle le Rimland. C'est ça le travail des Américains. Les Américains n'ont pas d'ennemis sur leurs frontières.
le Mexique n'est pas de taille, même l'Amérique latine n'est pas de taille à vaincre les États-Unis. Puis le Canada, on est des hyper amis des États-Unis, même si on fait semblant d'être contre eux là, dans les assemblées internationales sur différents sujets. Alors, le rôle des Américains, c'est ce que je vous disais, c'est d'agir toujours sur les côtes pour faire perdre la guerre à long terme par usure aux puissances continentales. On a commencé par la France. Là, je parle des anglophones, le monde anglo-saxon, qui est maritime. Ils ont commencé par la France, ils l'ont ratiboisé. Après, ils ont pris l'Allemagne, ils l'ont battu. Ils ont pris la Russie, l'URSS, ils l'ont battu. Puis là, maintenant, c'est le tour de la Chine. Bon, vous le voyez, cette carte-là. Alors, dans le cas du basculement actuel, ben c'est la décadence occidentale là, qui fait ça. Écoutez, les armées européennes, c'est des blagues. Ils n'ont pas de jeunes, ils n'ont plus les armes, ils ont quelques milliers de tanks. Les Russes en ont des quantités monstres. Mais les Russes, c'est un pays, c'est un peuple qui est en décadence démographique, mais qui est en très bonne position présentement. Ça fait au moins 20 ans que les Russes se préparent à faire ce qu'ils font là. Puis on ne peut rien faire contre eux. Les Russes, là, les gens disent ce qu'ils disent, en passant, je vais faire un aparté. Il faut que la population se méfie des chiffres qu'on nous donne à la télévision, de ce qui se dit à la télévision. Il y a de la propagande là-dedans. Il y a de la propagande du côté des Russes. Bien sûr. Du côté occidental. Mais nous, on sort de 2 ans de mensonges systématiques sur la COVID. Ils niaient que ça venait du laboratoire de Wuhan, la COVID. Ensuite, ils niaient ils ont dit que les masques ne marchaient pas, puis après, ils ont dit qu'ils marchaient. Après, ils ont caché le fait, ils ont caché carrément le fait que l'hydroxychloroquine puis l'ivermectine fonctionnaient. Ils n'ont jamais mis Raoul en procès. Ils utilisent Raoul, le gars à Marseille, là, qui a inventé. Oui. Bon. Alors, il faut se méfier. Il faut se méfier des propagandes, il faut se méfier des chiffres. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Alors, dans le cas actuel, les gens sont inondés de trucs en faveur de Zelensky, alors qu'ils ont fait des choses très, très, très laides. Puis ils cachent ça. La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Alors, Zelensky, c'est son intérêt à lui, maintenant qu'il a gagné son point et que les Russes n'envahiront pas l'ouest de l'Ukraine, parce que là, ça serait une catastrophe, ça prendrait des centaines de milliers de soldats. Il n'a pas frappé assez fort. Là, les tranchées sont creusées, les gens sont armés, puis ça de plus en plus. Alors, c'est fini. Zelensky a gagné. Là, Zelensky, ben là, il s'amuse à écœurer les Russes. Bon, ça va tant qu'on veut. Mais le but des Américains, c'est de compliquer la vie c'est ça. Oui, puis c'est là qu'on revient à notre voilà. Carte, là. C'est que la zone bleue, on l'apprend, là, on a déjà parlé à l'émission. C'est très facile à comprendre, là, cette géopolitique-là. Là. Il y a Brzezinski, M. Nantel, vous les connaissez mieux que moi. Puis ça, c'est une carte qui vient de Nicolas Spikeman. Donc, pour expliquer comme il faut, comment les Américains, un empire maritime, que vous voyez sur la carte là, le New World, doit s'assurer qu'autour de la Russie, qui est représentée par le Heartland, vous me rectifierez, M. Nantel, si je n'ai pas raison, le but là, de garder le contrôle de ce continent eurasique-là, c'est de faire en sorte que le Heartland, qui est la Russie, ne fasse pas trop, ne deviennent pas trop, ne collaborent pas trop entre eux, qu'on doit garder ces régions-là le plus possible loin des intérêts russes. Et cet empire maritime-là, comme vous disiez tantôt, M. Nantel, dans la zone bleue en ce moment, pour un minimum d'efforts, ils ont juste envoyé des armes. Eux autres, là, sont à 6 heures d'avion de là. Ils ont juste envoyé des armes, de se payer un Zelensky qui chante les mêmes chansons qu'eux autres et peuvent créer un trouble local près de la Russie pour les contenir dans cette zone bleue-là. Dans la zone jaune, le Moyen-Orient, c'est à peu près semblable, M. Nantel, avec Israël, avec l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite. Les Américains, là aussi, doivent garder un œil toujours. L'Inde semble être très tiraillée en ce moment entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis font beaucoup de pression en ce moment mais entre autres, on apprend que l'Inde, elle, est prête à payer en roubles le pétrole à bon marché de l'Inde.
de la Russie. On ne peut pas les On ne empêcher. pourra pas les empêcher. Et la zone rose, qui est la Chine, ça aussi, ils ont avantage à ce qu'il y ait du trouble dans ces régions-là. Et, ouais. Les Anglais qui ont précédé les Américains là-dedans, les Anglais, moi je donne souvent l'exemple de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, les Anglais avaient de 3 à 4 millions d'habitants. La France avait entre 15 et 18 millions d'habitants. Alors, normalement, la France aurait dû gagner, mais la puissance, c'était une puissance continentale, la France. Il fallait qu'elle se batte sur toutes ses frontières. Colbert avait répondu à Jean Talon. Jean Talon, il disait, on a un immense pays ici, envoyez-nous des immigrants. Colbert lui a répondu, on ne peut pas dépeupler la maison pour s'occuper de la grange ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le Canada, ce n'était pas important, c'était juste des petites populations, il envoyait partout. Alors, la France n'a pas envoyé quasiment personne. On descend, nous, d'à peu près maximum 10 000 Français qui sont venus. Alors que l'Angleterre, elle, ne se battait pas. Elle ne se battait pas en Europe. Il gardait ce qu'on appelle l'équilibre des puissances. Puis l'Angleterre a fini par dominer un empire gigantesque en attaquant toujours les côtes avec ses bateaux. Alors que ceux qui étaient à l'intérieur des continents, ils se battaient contre leurs voisins. On appelle ça maintenir l'équilibre des puissances. Vous mettez tous les pays allemands ensemble, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas unis, tous les pays allemands ensemble contre la France. Prenez l'Espagne contre la France, l'Italie contre la France. Alors, la France s'épuise, et au bout de 4 siècles, ben, l'Angleterre a la même population que la France. Et en plus de ça, ils ont peuplé le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, puis un paquet d'îles un peu partout dans le monde. Ça, c'est de l'usure des puissances continentales. Présentement, la Russie est un pays qui est assez bien organisé, mais qui est en déclin démographique. Et là, le prochain, c'est la Chine qu'il va falloir contenir. Je vous ai donné une carte. Oui. Je vais vous montrer ça parce que c'est celle qui montre la route de la soie. La Chine a un problème de puissance continentale. La Russie, c'est un diverticule. Hein. C'est quelque chose d'autre. On est à côté de la grande puissance mondiale. Il y a des gens qui disent que la Russie, c'est le Mozambique avec des bombes atomiques. C'est exagéré, très exagéré. Ce qu'on entend également dans la propagande, c'est que la Russie a le PIB de l'Espagne, un peu plus que l'Espagne. Il y a un économiste qui a fait remarquer, il dit ça c'est vrai en dollars, mais pas en ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Parité de pouvoir d'achat, la Russie, c'est comme l'Allemagne. Et si vous ajoutez toute la puissance de la Russie qui contrôle un paquet de matières premières, la Russie est un gros producteur premier exportateur de pétrole du monde. Ils exportent du gaz, ils exportent de l'aluminium, ils exportent de la nourriture, ils exportent. Fait que la Russie a une puissance beaucoup plus grande que ce que les chiffres semblent montrer, parce que le monde actuel manque de matières premières. On manque d'eau, on manque de beaucoup d'eau. On manque de sable. C'est incroyable, on manque de sable. Les gens disent, bah oui, mais sur les plages, il y a plein de sable. Oui, mais c'est des grains qui roulent, puis ils sont ronds. On ne peut pas les utiliser pour faire des buildings. On utilise 3... attendez. Non, je me trompe. Je vais laisser tomber ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on prend le cas de la Chine, on parle de la même chose, hein, que ce soit la Russie, que ce soit l'Allemagne nazie, que ce soit la Chine actuelle, c'est le même problème, c'est un problème de pays continental. La Chine, la zone jaune que vous voyez assurée, c'est là que vit 90% des Chinois. Le reste, c'est vide. C'est très étonnant. Les gens, ils pensent que la Chine, on se marche sur les pieds en Chine. Non, non, non. La Chine, la majeure partie de la Chine, c'est un désert. Il n'y a personne. C'est d'immenses territoires vides. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains sur la planète. Pour vous donner un exemple, on pourrait mettre toute l'humanité, 10 milliards d'êtres humains sur le territoire équivalent à celui de la Jamaïque, qui est une petite île de rien, puis tout le monde aurait 1 mètre carré à sa disposition. Alors, les êtres humains ne sont pas très nombreux. Ce qui est le problème, c'est un manque de ressources. Alors, dans le cas de la Chine, ils vivent à 90% dans la petite zone jaune là, qui est assurée. Le problème de la Chine, c'est une puissance continentale qui a des ennemis sur toutes ses frontières. Ils viennent encore de se battre en 2021 contre les Indiens là, pour prendre 3-4 km², en fait des conneries. Là. Alors, la Chine a beaucoup d'ennemis contre lesquels elle doit se battre. Puis les Chinois, il faut qu'ils aillent chercher les matières premières parce qu'ils sont 1,4 milliard. Il faut qu'ils aillent chercher les matières premières en Amérique du Sud, en Afrique, en Chine même, et en Amérique du Nord. Ils ont besoin
Fait qu'il faut, le problème de la Chine, c'est de sortir du continent pour aller chercher les matières premières dont ils ont besoin. Alors, regardez leur position. Ça, c'est la route de la soie. En bleu, c'est la route de la soie terrestre. Ça coûte extrêmement cher. Il faut bâtir des voies ferrées, des routes avec des stations-service. Ça prend de l'armée, ça prend... Bon. Les Chinois massacrent, martyrisent les gens du Xinjiang, qui sont des musulmans. Puis ensuite, la route bleue, là, elle passe à travers un paquet de pays musulmans. Puis les musulmans, ben, ils se tiennent. C'est une fraternité, hein, c'est l'Oumma. Alors, de ce côté-là, c'est une erreur, la route de la soie. Ben, ce n'est pas une erreur, c'est un gaspillage parce qu'il faut qu'ils traversent. Le Xinjiang, c'est un désert complet. Là. Le Taklamakan, il ne faut pas voir ça à travers ça. C'est vide. Alors, ils se retrouvent à passer avec des camions, des trains, à travers des pays musulmans qui leur en veulent de massacrer les musulmans du Xinjiang. Alors, c'est un gros gaspillage pour pas grand-chose, pour amener des matières premières dans la zone jaune assurée. Là. Alors ça, la route de la soie, c'est bon. Ça, c'est quelque chose qui ne marchera pas très fort. Puis la ligne rouge que vous voyez en bas, ça, c'est la route de la soie maritime. Mais tous les points stratégiques, est-ce que je vous ai donné une carte avec les points stratégiques du monde? Je vais regarder. Je pense que j'en ai donné une. Pas celle-là. Oui, c'est ça. Voilà. Reculez. Non, reculez. Reculez oui. là. Reculez là. Ça, c'est les points stratégiques maritimes du monde. Tous ces points stratégiques-là sont contrôlés par les Américains ou par leurs alliés, parce que c'est le Rhineland, c'est le tour de l'île mondiale. Alors, les Chinois, maintenant, pour revenir à la première, les Chinois, partout où ils doivent passer par là, par les points stratégiques. Bon. La ligne rouge que vous voyez là, en bas, c'est la route de la soie rouge, c'est contrôlé par les Américains, partout, les détroits. Alors, les Chinois ne peuvent pas sortir du continent facilement. C'est le même problème avec les Russes. Les Soviétiques ont eu le même problème. Alors là, actuellement, la raison pour laquelle les Chinois veulent attaquer Taïwan, la petite île verte là, qui est là, ici, oui. Ben, c'est ça. C'est parce qu'ils veulent essayer de passer à travers toute la chaîne d'îles qui les empêche d'aller vers les océans. Alors, s'il y avait Taïwan, ils pourraient facilement se rendre en Amérique du Sud sans être sous le contrôle américain et de leurs alliés. Une autre chose importante, c'est que l'Inde, qui vient juste de se battre avec la Chine, l'Inde est sur le flanc de la route de la soie qui se rend pour le pétrole du Moyen-Orient puis qui pourrait aller au canal de Suez. Alors, la Chine est pognée dans son petit coin. Ils ont beau être 1,4 milliard, ils ont de la misère à aller chercher les matières premières, surtout s'il y a une guerre. Ça a été le problème de l'Allemagne nazie, qui n'était pas capable d'aller chercher du pétrole dans le Moyen-Orient parce que les océans étaient fermés pour eux. C'était le problème de la Russie. La raison pour laquelle la Russie attaque l'Ukraine, c'est parce qu'ils veulent contrôler la mer d'Azov et la mer Noire. C'est le seul endroit où ils ont des ports où il n'y a pas de glace. C'est des mers chaudes. Puis malgré tout ça, la mer Noire est contrôlée par le Bosphore puis les Dardanelles qui appartiennent à la Turquie. La Turquie est dans l'OTAN. Alors, ça vous donne une idée du problème des puissances continentales. Puis les Américains, qui vont utiliser leur puissance autant contre les Russes que les Chinois, ils vont user la Chine. La Chine va passer à 700 millions. Ça, c'est sans, s'il n'y a pas de guerre nucléaire, puis il n'y a pas de... Ça, c'est dégrossi, là. Alors, la Chine va s'effondrer. Puis à long terme, les Chinois vont aller très mal. Il y a une chose intéressante. Les Chinois ont toujours été au moins le quart de la population terrestre. Aujourd'hui, c'est rendu le 6e parce que leur population, les autres populations augmentent, puis les autres commencent à tomber. Les Américains, ça a toujours été comme ça. Là. Le quart, puis là, ça baisse. Le 6e, après, c'est le 7e, le 8e, puis ça tombe. Bon. Les Américains, si vous calculez, là, ils ont commencé, eux autres, en 1607. Les Américains, la population augmentée était 100. C'était 100 en 1607, à Jamestown. Si vous regardez, mettons, en 1610, parce qu'au début, il y a eu beaucoup de morts à cause du scorbut, tout ça. Il n'y a pas eu une heure d'histoire américaine où la population américaine n'a pas augmenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Américains ont à peu près 330, 340 millions d'habitants. Leur population n'arrête pas de monter à chaque heure. Il n'y a jamais eu de bris. Les Chinois, ils ont eu une histoire démographique toute assurée. Puis comme je dis, c'était le quart. Quand les Américains ont commencé, là, les Chinois étaient déjà plus que 100 millions. Je ne sais pas combien, je ne me souviens plus, là. Mais quand les Américains ont commencé, qu'il y avait 100 Américains à Jamestown, en Virginie, ben, les Chinois étaient déjà des 100 millions et plus.
Les Américains là, sont rendus le tiers, non pas le tiers, c'est le quart de la Chine. Mais ça continue après les Américains à monter. Là, il va y avoir un effondrement démographique dans le monde entier. C'est dans les statistiques de la natalité, c'est inévitable, la population humaine va s'effondrer. Puis moi, je dis c'est généralisé dans tous les domaines. Mais quand la population humaine va s'effondrer, les Américains, eux, ne s'effondreront pas. Ils vont continuer à monter un petit peu parce qu'ils vont continuer d'avoir un peu d'immigration, de moins en moins, quasiment rien. Mais les Chinois, eux autres, vont s'effondrer carrément. Alors, les Américains, parce que c'est une puissance maritime, peuvent facilement jouer le temps. Ils peuvent simplement attendre que les autres s'effondrent. C'est arrivé avec la France, avec l'Allemagne, avec la Russie, puis là, c'est la Chine. Alors, il faut réaliser que c'est ça la géopolitique de l'avenir. Maintenant, on a une période à passer d'à peu près 20 ans où la Chine va continuer de croître, mais en Chine, il n'y a plus de jeunes. Là. Il n'y a plus de jeunes. Là. La quantité de jeunes qui rentrent sur le marché du travail diminue, puis la qualité de ceux qui arrivent sur le marché du travail est moindre. Parce que quand vous commencez à faire une explosion économique comme a fait la Chine au cours des 30, 40 dernières années, vous commencez par prendre les meilleurs. Vous allez dans c'était comme le Québec. Les gens, mon grand-père, il est venu des terres. C'était le 13e enfant d'une famille de 14. Puis il était pauvre comme de la poussière. Là. C'est un anglicisme. En tout cas, mais ils sont venus chercher, c'est les prêtres qui sont venus chercher pour en faire un prêtre. Parce qu'il avait besoin. Mon grand-père n'était pas un génie, mais c'était un gars extrêmement brillant. Alors, il a bâti une fortune. Mais ça, c'est la même chose en Chine. Quand vous commencez à faire l'urbanisation des gens, vous commencez par les meilleurs. Puis actuellement, il n'y a plus d'enfants qui viennent des campagnes. C'est à cause de la politique du un enfant par famille. Les Chinois refusent de faire plus d'enfants parce qu'ils vivent dans les villes. Alors, le résultat, c'est que les Chinois, pour 20 ans, ils ont encore un gros avantage. Mais les Chinois ont des gros désavantages. Un des avantages, le principal avantage des Chinois, c'est qu'ils sont 1,4 milliard. Le principal désavantage des Chinois, c'est qu'ils sont 1,4 milliard. Alors, le résultat, c'est que vous avez une population qui est de plus en plus vieille. Les bons gars, là, les gars brillants qui sont venus des campagnes il y a 30 ans, ben là, ils vont prendre leur retraite, puis vous allez avoir une population de moindre qualité qui va être obligée de faire vivre tous ces vieux-là. Alors, les Chinois le savent. S'ils veulent prendre Taïwan, s'ils veulent avancer, ils doivent le faire maintenant. Mais ils ne sont pas encore assez puissants pour le faire contre les États-Unis qui sont encore assez puissants pour les retarder. En tout cas, c'est un problème essentiel de géopolitique. Alors, dans le cas de la Chine, c'est le même cas pour la Russie, le problème, c'est de sortir du continent. Les Américains, comme c'est une puissance maritime, c'est de les contenir avec ce qu'on appelle l'équilibre des puissances. Là, les Chinois font l'erreur d'attaquer en mer de Chine du Sud. Ils s'affrontent au Vietnam, qui ont gagné contre les Américains, contre les Français. Ils attaquent le Vietnam, ils attaquent la Malaisie, ils attaquent le Brunei, ils attaquent les Philippines. Ça fait beaucoup d'ennemis inutiles. En passant, là, si vous faites le total, les Philippines, l'Indonésie, tout ça, vous avez à peu près plus que 300 millions d'ennemis là, que la Chine vient de se faire en mer de Chine du Sud. Alors, la Chine a toutes sortes de problèmes qui s'en viennent, ont des problèmes de pollution gigantesques, ils sont tout en train de salir leur rivière. Ils plantent des arbres, mais une plantation d'arbres, là, en anglais, ils disent a tree farm. C'est une ferme d'arbres. C'est pas une forêt. Ça a l'air d'une forêt, mais c'est pas une forêt. Une forêt, c'est des milliers d'espèces tout mêlées qui s'échangent de l'énergie et qui permettent d'absorber la pollution. Les Chinois, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de tout saccager. C'est la même chose en Afrique, c'est la même chose. À l'Europe, ça commence à être un peu mieux, mais on va dire que c'est stable. Ils plantent des arbres, enfin, il y a des problèmes en Europe, en Amérique du Nord aussi. En tout cas, en Amérique du Sud, ils détruisent l'Amazonie. Alors, présentement, ce que vous avez dans le monde, c'est la Chine qui est amie, entendons-nous, entre guillemets, là, parce que les Russes ont peur des Chinois, puis quand vous parlez des Russes, ils disent les Américains vont nous défendre. Ils disent ça comme ça. Les Américains vont nous aider si les Chinois essaient de nous envahir. Puis ils ont des armes atomiques. Puis en passant, l'Asie, c'était la même chose que dans le cas de l'Europe dans le temps de l'Allemagne nazie. C'est que là, vous avez quelque chose d'intéressant. Oui, ben c'est la dernière partie de l'émission. Il nous reste environ 15 minutes, M. Nantel. Bon, ça va aller. Là, les gens ont compris le problème de base du monde actuel. Les Américains sont en déclin prononcé, décadent. Le woke culture, le wokisme. Le wokisme, puis
la rectitude politique, c'est des folies. C'est des folies. C'est quoi une femme? On ne sait pas c'est quoi une femme. Ouais, non. Tous nos ancêtres, ce pas des extrêmes droites, nos ancêtres, c'était des gens rationnels. Puis une femme, c'est une femme, puis un homme, c'est un homme. Puis il faut pas faire de dette. Il faut se battre. Il faut défendre les frontières si le pays est attaqué. Il ne faut pas trop manger, peser 300 livres. Un policier qui pèse 300 livres, je ne sais pas comment il fait pour arrêter les bandits. Bon, c'est de la décadence. C'est la décadence qu'on décrit tous les historiens depuis Platon. C'est ça qu'on vit en Occident. Là, il y a une crise qui s'en vient, il va y avoir un retour de bâton assez violent. Mais actuellement, ce qui est l'extrême centre, c'est devenu de l'extrême droite. Tout ce que pensaient nos ancêtres, là, la famille, que les femmes doivent faire des enfants, tout ça, là, ça c'est de l'extrême droite. C'est de la folie. Bon, ça c'est important. Puis c'est le fait que l'Occident tombe qui permet à d'autres puissances comme la Russie et la Chine de monter. Maintenant, beaucoup plus fondamental que ça, c'est l'image que vous avez devant vous. Le monde industriel, c'est ça qui détruit l'environnement. Parce que le monde industriel, c'est linéaire. Vous polluez pour aller chercher des matières premières, vous polluez pour les transformer, vous polluez pour les consommer, vous polluez pour vous en débarrasser. Il n'y a jamais un cycle qui est recréé. Les environnements naturels, eux, fonctionnent selon des cycles. Comme je l'ai dit, une forêt, c'est des milliers d'espèces qui s'échangent de l'énergie et qui absorbent la pollution qui est produite par la société industrielle. La société industrielle, c'est un parasite des environnements naturels. Les environnements naturels sont extrêmement résilients, extrêmement puissants. On pense que c'est plus difficile de faire disparaître la vie que de la faire apparaître. Mais faire disparaître des espèces, on le fait très, très facilement. Il suffit de brûler des forêts puis de faire ce qu'on fait partout sur la planète. Les environnements naturels, c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous donne de l'eau propre. C'est la nature qui nettoie l'eau qu'on a polluée. Parce que le soleil chauffe l'eau sur les océans qui monte en vapeur. Fait que là, il n'y a plus de pollution dedans, puis ça retombe en pluie. Fait que la pluie, ben, c'est propre quand il n'y a pas d'industrie. Alors, les environnements naturels, c'est ce qui nous permet de vivre. Puis la société industrielle détruit systématiquement les environnements naturels. Passez l'autre image, là. Oui. Non, ça, c'est. Je vais juste. Continuez. Oui, c'est ça. Ah, non, c'est au début. Excusez-moi, M. Nantel, c'est celle-là ici. C'est celle-là. Voilà. Alors, ce qui s'est passé avec le monde industriel, au début, c'était seulement en Angleterre. Alors, il y a un gars qui s'appelait Malthus, en 1798, qui a écrit un livre dans lequel il disait la population ne peut pas augmenter parce que la population augmente exponentielle, c'est-à-dire ça double à tous les 15 ans, par exemple, alors que la nourriture, elle augmente très lentement. Alors, il disait, c'est pas possible, ça ne marchera pas en Angleterre, il y a trop de pauvres. Là, il essayait de trouver des moyens pour diminuer le nombre de... Pas pour les tuer, pour diminuer le nombre de pauvres. Il disait, il faut qu'ils se marient plus tard, comme ça, il va y avoir moins de bébés, etc. Puis Malthus, il a eu tort pendant 2 siècles. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié 2 choses. C'est la technologie. Quand on invente de nouvelles technologies qui permettent de prolonger, de simplifier, d'arrêter de polluer en partie. Et le fait qu'il restait tout le monde entier à conquérir. Alors, le monde industriel, au début, c'était l'Angleterre, c'était le Black England, c'est-à-dire que tous les arbres étaient noircis à cause de la suie qui tombait des usines. Puis après, ben, l'Europe a commencé à le faire. Après, ça a été les États-Unis. Puis là, ça a été le Japon. Puis maintenant, c'est mondial. Alors, le monde industriel, c'est sur les 5 continents de nos jours qui envoie toutes sortes de déchets dans l'environnement. Puis les environnements naturels sont en train de s'effondrer. Alors, c'est ça qui provoque le fait, puis les classes supérieures de l'Occident, c'est encore pire, sont encore plus éloignées des environnements naturels. Les fermiers là, qui sont rentrés à Montréal là, par millions là, au début du 20e siècle, c'est des gens qui travaillaient la terre. Le gars, il se disait, merde, j'ai eu 2 sécheresses les 2 dernières années. Cette année, si c'est mauvais, je vais perdre ma ferme. Le gars était proche. Il savait que dans tel coin de son champ, là, il fallait faire pousser des radis, parce que c'était ça qui était bon pour les radis. Mais à tel autre endroit, c'était du blé, puis après, il fallait changer pour du seigle. Le gars, il était proche de la nature, près des environnements. Quand il rentre en ville, ils sont loin de tout. Ah, ben là, c'est à cause d'IGA qu'il peut faire entrer de la nourriture qu'on manque de radis et de salade. Quand ils ont fait la révolution communiste, c'était ça le problème, c'est qu'ils se sont garochés dans l'industrie, puis ils ont saccagé, puis ils ont dit aux fermiers, là, vous autres, là, vous quittez votre petit coin de terre qui connaît au parfait. Il faut mettre des radis à cette place-là, puis du blé ailleurs. Là, c'était des sovcauses. C'était tout fait avec des machines, tout ça. Fait qu'ils ont détruit leur environnement, puis le communisme s'est effondré à cause de ça.
Alors, présentement, sur la planète, les classes supérieures sont très loin des environnements. Ils savent pas, ils croient pas du tout. Ils croient pas du tout qu'il y a un problème d'environnement. Ils se disent, bon, on va trouver quelques petites affaires, des voitures électriques, ça va régler le problème. Non, non, non. Les environnements sont en train de mourir à grande vitesse. Puis on est 8 milliards qui veulent tous le niveau de vie américain. Alors, c'est absolument impossible. La crise qui s'en vient, c'est la plus grosse crise de l'histoire parce qu'on ne fait rien pour ça. Alors, présentement, c'est le problème qu'on a sur la planète, c'est les environnements qui sont en train de mourir, puis tout ce qui se passe, la Russie qui envahit l'Ukraine, puis la Chine qui a de la misère à aller chercher des matières premières, c'est comme de l'écume sur un tsunami. Le tsunami, c'est que les environnements s'effondrent. Et c'est comme je dis souvent ça, Poutine, puis Biden, Biden, il est gaga, là. Mais nos dirigeants là, qui pensent qu'ils dirigent le groupe Bilderberg, puis tout ça, là, qui s'entendent entre eux, puis ils font c'est comme un surfeur qui est sur une vague. Vous savez, les grandes vagues là, qui ont 30 mètres de haut, puis le gars, il est avec son surfing, là, puis sur la vague, c'est ça qu'ils font. Le gros tsunami qui est en dessous d'eux, ils ne contrôlent pas, puis c'est en train de tout balayer. Puis ils n'ont pas les idées nécessaires, ils n'ont pas les théories, ils n'ont pas les outils intellectuels pour faire un monde en décroissance. Ils ne savent pas faire ça. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Ça ne sera pas une décroissance organisée, ils ont perdu le contrôle. Ça va être une décroissance brutale qui va se faire parce que les environnements s'effondrent. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Avez-vous vouliez passer à autre chose? Oui, c'est que vous m'aviez fait réaliser, M. Nantel, il y a d'une discussion qu'on a eue ensemble, que nous vivions à l'ère du pétrole. Et j'ai fait écouter le reportage là, Oiligarchie pour voir un peu comment le pétrole est devenu une matière là, prisée par l'ensemble de la population avec l'invention du moteur à explosion. C'est ce que le reportage nous explique. Et comment ensuite les magnats du pétrole, donc, dont les Rockefeller et Bilderberg. Vous venez de montrer une image là, où on voit la destruction de l'environnement causé par le pétrole puis par le monde industriel. C'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. C'était spectaculaire à Montréal, c'était spectaculaire aux États-Unis. On voit des villages pauvres, c'est des pauvres. Puis tout est détruit autour, les forêts ont été saccagées. Ça a changé depuis, parce qu'on a eu de la technologie. Mais c'est un phénomène qui est fondamental. Dans le cas du pétrole, les gens ne savent pas ça, le pétrole, depuis de nombreuses années, des décennies, est intimement corrélé avec la croissance économique. Quand vous savez qu'au début, ils utilisaient de l'huile de baleine pour faire des lumières, là, vous savez, comment on appelle ça, non? Il y avait un truc, là, il y avait ça au 19e siècle pour éclairer les maisons. C'était avec de l'huile de baleine. Des fanales, c'est ça. Les gens se promenaient, il y avait ça dans les maisons un peu partout, puis il y avait des cierges aussi, c'était avec du gras animal qui faisait ça. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils servaient de l'huile de baleine pour faire des fanales dans les maisons. Puis les baleines, ben, ils ont presque disparu. Fait qu'à un moment donné, il y a un gars qui a découvert du pétrole en Pennsylvanie, puis ils ont découvert comment faire du pétrole pour mettre dans les lampes à pétrole. Puis là, c'était le premier boom énergétique basé sur le pétrole. Le pétrole, là, ça fait très, très longtemps que c'est connu. Les Iraniens s'en servaient pour imperméabiliser leurs bateaux. Mais pour eux, c'était des problèmes. Le pétrole, c'était des problèmes. Ça gâchait les terres, ça gâchait l'eau, etc. Mais ça fait très longtemps que c'est connu. Ça fait très longtemps que le Moyen-Orient, il y a du pétrole à fleur de terre. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus parce qu'ils l'ont pris. Mais je veux dire, le pétrole du Moyen-Orient, ça fait longtemps qu'il est connu. Alors, quand ils ont inventé le moteur à explosion, c'était un Allemand qui s'appelait, je ne me souviens plus quoi, là, une autre compagnie allemande là, qui fabriquait des voitures. Le gars, il a inventé le moteur à explosion, puis là, ben, ça a été un boom avec le pétrole. Puis là, c'est les Américains dans les années 50 qui étaient les principaux producteurs et exportateurs mondiaux. Puis là, ben, il y a eu en 1945, le président Roosevelt s'est entendu avec l'Arabie Saoudite pour aller chercher le pétrole. Les Arabes ne connaissaient rien là-dedans, eux autres, ils se promenaient sur des chameaux. Et il a signé une entente, puis ils ont commencé à faire la production de pétrole en Arabie Saoudite. Et le pétrole, depuis ce temps-là, ça monte, la production. Là, on sait que c'est fini. On sait que c'est fini. On a passé ce qui s'appelle le pic de Hubert. Le pic de Hubert, c'est le moment où la production mondiale
commence à baisser. Quoi que vous fassiez. Comme là, actuellement, ils trouvent des gisements de pétrole près d'Israël, puis ils en trouvent dans l'océan, près du Brésil, un peu partout. Mais malgré tout ça, il y a plus de puits de pétrole qui ferment qu'il y en a qui ouvrent. La quantité de pétrole se met à baisser. Or, la production de pétrole est intimement corrélée avec la croissance économique. Ça, c'est le manque de ressources sur la planète, comme je l'ai dit tantôt. Il y a un gars qui dit, c'est pas une pénurie de pétrole qu'on a, c'est une pénurie de molécules. C'est intéressant comme idée. On manque d'eau, on manque de sable, on manque de pétrole, on manque de gaz, on manque les terres rares. Les terres rares, c'est rare. Bon. Alors ça, c'est partout sur la planète. Puis on pompe une quantité gigantesque et croissante de matières premières qui sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Le pétrole, au début, en Pennsylvanie, ils ont trouvé du pétrole à 69 pieds, je crois. 69 pieds, 69 mètres, en tout cas, pas très loin. Ça, c'était le début du pétrole. Aujourd'hui, le pétrole, vous vous souvenez de la station de forage qui avait sauté dans le golfe du Mexique, là, c'était Deepwater Horizon? Deepwater. Oh, c'est profond, de l'eau profonde. Oui. C'est qu'ils ne pouvaient pas arrêter la fuite parce que c'était tellement creux au fond de l'océan que les êtres humains ne survivent pas. Oui, c'est ça. Ça a pris des robots pour aller des boucher le robots, trou. Puis ils ont tout saccagé, ils ont caché ça, les compagnies pétrolières, ils ont tout caché absolument. ça. Il y a des bulles de pétrole dans le fond de l'eau qui se promènent. Encore. Fait que le pétrole, on est rendu à aller chercher très loin. Vous savez que le pétrole, les exportations de pétrole dans le monde, ça compte l'équivalent de tout le reste qu'on exporte en valeur. Tellement qu'il y a de pétrole qui se promène sur des gros tankers. M. Nantel, c'est ce qui est aussi, là, avec la crise ukrainienne, puis je vois les pays européens en ce moment essayer de se passer du gaz russe. Puis on va terminer là-dessus. Il nous reste 2 minutes. C'est de voir que ce problème-là ne peut pas être réglé en 2 mois. Hein. Le problème de l'Ukraine va être réglé bientôt, très bientôt, avant l'hiver prochain, parce que l'Allemagne, qui est la puissance industrielle de l'Europe, dépend 40% du gaz russe. Alors, il faut que ça se règle. Ils vont être obligés de prendre le gaz russe. Il n'y a pas de moyen alternatif. Si l'Allemagne s'effondre, l'Europe s'effondre, si l'Europe s'effondre, ça va avoir un effet dans cette crise gigantesque. Alors, les Européens ont fait les cons parce qu'ils sont dirigés par des cons. Et le résultat, s'ils menacent la Russie de plus acheter son pétrole et son gaz. C'est de la bêtise. Oui, puis vous le voyez aussi, là, une des raisons de la crise ukrainienne, puis que les Américains ont avantage à ce qu'il y ait un peu de trouble, c'est qu'on veut empêcher, je vous le montre à l'écran, là, le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2 qui passent à peu près aux mêmes endroits. Là, quand le Nord Stream 2 est sorti, ça rendait complètement dépendant. Ils sont déjà pas mal, l'Allemagne, de l'ordre de 50% du gaz russe, même certains disent plus. Mais avec le Nord Stream 2 qui passe à peu près au même endroit où ça doublait la production, le transport de pétrole vers l'Allemagne, ça, les États-Unis ne veulent pas ça pour rien au monde. Je vais vous faire une remarque qui est importante. Oui. Le Nord Stream 2, en passant, il passe en dessous de la mer pour ne pas payer de droits de passage. J'en ai longtemps parlé, des droits de passage à travers le Québec sont devenus indépendants. C'est des fortunes dans les deux sens. Alors, ils ont fait passer le Nord Stream 1 et 2 en dessous de la mer Baltique pour ne pas payer de droits de passage. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le pipeline a été terminé il y a quelques mois. Là, ça ouvrait bon. C'est ça. Et c'est là aussi. La guerre en Ukraine est arrivée après la fin des Jeux olympiques chinois. C'était une entente. Puis ça s'est fait après que le pipeline a été construit. Toute la dépense a été faite, puis là, ils commencent à jouer avec ça. Alors, voilà. Ça va ensemble dans le temps. Absolument. Absolument. C'est encore l'énergie. Le pétrole est la source numéro 1 encore aujourd'hui. On est comme des junkies, là, on en est dépendant. Et si on nous coupe ça du jour au lendemain, on risque d'avoir des crises. C'est pour ça que je vous dis qu'en Ukraine, d'ailleurs, ils se sont déjà entendus. Là, c'est tout le monde essaie de se placer ses pions pour avoir la meilleure possibilité de négocier. Mais ils se sont déjà entendus comment ça va se régler en Ukraine. Ça va se régler avant le prochain hiver.
Parfait, M. Nantel. Merci beaucoup. On va se reparler sûrement dans les prochaines semaines. L'actualité est trop intéressante pour des géopoliticiens comme vous, des gens qui s'intéressent à l'actualité mondiale. Merci beaucoup. Puis, on peut se revoir. François Saint-Louis nous invite après à son émission. Vous êtes libre de venir. Moi, j'y serai. Donc, dans quelques instants, François Saint-Louis au Journal du Soir. Merci à Jean-Marc. Merci à vous tous, auditeurs, nombreux ce soir. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Au revoir, merci.